Ça va mieux, ça fonctionne mieux. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs du colloque de donner l'occasion, la chance de m'exprimer devant vous sur un thème central pour l'avenir du cadre européen commun de référence, à savoir sa contextualisation, la prise en compte du contexte dans lequel ce document, qui est central pour les politiques linguistiques en Europe, est mis en œuvre. On voit bien en Europe que ce document, le cadre européen commun de référence, que j'appellerai maintenant le cadre, si vous voulez bien faire plus court, est devenu un document de référence évident pour tous les pays européens, sans exception. Ce qui nous a amené au Conseil de l'Europe, il y a 2 ans, à faire un forum, pour faire un petit peu un bilan. Un bilan de cette utilisation dans les différents pays européens. Et nous sommes très vite aperçus. Nous sommes aperçus que toutes les expériences en Europe qui étaient réussies dans la mise en œuvre du cadre européen commun de référence reposaient précisément sur une analyse préalable du contexte et sur une mise en œuvre qui soit adaptée aux besoins spécifiques d'un contexte éducatif, politique ou culturel. Excusez. Je vais, si vous voulez, continuer, et puis le diaporama ne rattrapera, je pense. Bon, pour dire une formule de cette introduction, pour dire que pour nous, au Conseil de l'Europe, comme dans tous les experts qui suivent un petit peu cet outil, il n'y a pas d'utilisation pertinente du cadre européen commun de référence qui ne soit pas contextualisé. Utiliser le cadre comme un outil sans souci de contextualisation, c'est la plupart du temps, sinon tout le temps, perdre en route une grande partie de la richesse de ce document. C'est surtout ne pas comprendre la portée exacte et la finalité exacte de cet outil. Donc pas de contextualisation, de cadre sans contextualisation, c'est mon propos, mais bien sûr, mon exposé, si vous voulez bien, portera sur un autre aspect, à savoir la question suivante, que signifie exactement contextualiser le cadre européen commun de référence. Et je vous propose de prendre 2 aspects successifs. Dans un premier temps, de considérer cette contextualisation comme les modalités de prise en compte du contexte éducatif, socio-linguistique et culturel dans l'utilisation des outils que propose le cadre européen commun de référence. Et dans un deuxième temps, de voir comment cette contextualisation peut amener à adapter l'outil lui-même, à l'enrichir, pour faire face à des besoins qu'il ne couvre pas dans sa lettre, puisqu'à un moment donné, au moment où il était élaboré. Ce sont ces 2 aspects que je me propose d'aborder rapidement avec vous, en commençant par le premier, c'est-à-dire de la prise en compte, dans la mise en œuvre du cadre européen commun de référence, la prise en compte du contexte. Et cette prise en compte signifie avant tout, c'est un terme que je reviendrai, que je serai souvent amené à reprendre, constitue d'abord à faire des choix raisonnés, responsables par rapport à la palette de ce que propose le cadre européen commun de référence. Et pour commencer, j'aimerais bien prendre, à titre d'illustration, 3 exemples. Premier exemple va porter sur l'outil du cadre européen commun, pourtant le plus évident, qui a fait le succès du cadre en Europe, à savoir l'échelle des niveaux de compétences. Je crois elle n'est pas à l'écran, mais tout le monde connaît cette échelle qui propose que pour toutes les langues soit adoptée une échelle unique en 6 niveaux de compétences pour pouvoir rendre compte du niveau de compétence d'un apprenant, d'un élève ou d'un étudiant. Et on voit bien en Europe que la plupart des pays, la plupart des systèmes éducatifs ont adopté cette échelle pour fixer les objectifs de l'enseignement des langues aux différents moments du cursus. Ceci paraît évident, c'est une démarche qui se généralise. Simplement, quand on regarde la façon dont les pays le font, on voit déjà là des différences sensibles qui tiennent compte de l'état de réflexion dans le pays, voire du contexte culturel. Je vais prendre des exemples de certains pays, hélas encore nombreux, qui adoptent comme objectif un niveau global, qui disent par exemple
à la fin de l'enseignement secondaire, les élèves doivent avoir atteint le niveau B1, B2 ou C1 dans la langue. C'est-à-dire que dans cette démarche, on ne fait pas le choix entre tout ce que recouvrent ces niveaux globaux. Or, nous savons bien que le niveau global A, A2, B1, B2 est beaucoup trop large pour être véritablement opératoire pour l'action pédagogique. Donc, c'est une première façon d'utiliser, sur laquelle on peut avoir des doutes. Ce qui est beaucoup plus riche, qui repose cette fois-ci sur une analyse des possibilités et des besoins, c'est de définir les objectifs, comme le font certains pays de plus en plus nombreux, définir les objectifs en tenant compte de l'activité langagière, c'est-à-dire de définir des objectifs qui soient différents pour la compréhension, pour l'expression, pour l'écrit, pour l'oral ou pour la langue qui est utilisée. En sachant que on ne peut pas raisonnablement espérer que les élèves ou les étudiants atteignent le même niveau de compétence dans les différentes activités langagières. Tous les pédagogues, tous les enseignants savent que le rythme de progression en compréhension, en expression n'est pas le même, qu'il n'est pas le même à l'oral et à l'écrit. L'objectif, donc, ce que permet le cadre dans cette utilisation de l'échelle, c'est d'abord réfléchir sur l'objectif qu'on se fixe par rapport à chaque activité langagière. Ensuite, excusez-moi, j'espère que ça ne va pas être trop fréquent. Ensuite, une autre approche, je prends bien sûr 3 exemples qui sont un peu extrêmes, qui sont très différents, pour montrer simplement que même l'échelle de niveau, qui est la plus évidente, peut faire l'objet d'une contextualisation dans sa mise en œuvre. C'est l'exemple d'un pays autre que la France qui a utilisé justement des niveaux un petit peu différenciés par activité langagière, comme les Pays-Bas, qui ont, eux, sur la base d'une analyse extrêmement fine des compétences réelles de leurs élèves, défini des niveaux très différents pour la même activité de communication selon les langues. On voit par exemple que pour une activité qui correspond à la situation de communication, d'être capable oralement de présenter des informations à un public, de présenter des argumentations, nos collègues aux Pays-Bas ont décidé de fixer le niveau B2 en anglais, B1+ en français et par exemple A2 en russe. Je ne veux pas dire toutes les langues, mais là on a une approche complètement différente, c'est-à-dire qu'on a ici une analyse réelle des capacités observer, constater des étudiants et des élèves pour fixer l'objectif. Alors que nous avons dans d'autres pays une approche complètement différente qui est de dire, a priori, nous souhaitons que nos élèves atteignent tel ou tel niveau de compétence. Cette approche que je viens de citer des Pays-Bas nous rappelle une chose qui est extrêmement importante quand on veut parler du cadre européen commun de référence et son utilisation dans un contexte éducatif, c'est que le niveau de compétences B et C, intermédiaire et supérieur, sont beaucoup trop larges pour pouvoir être utilisables tels quels comme objectif pédagogique. Il est évident que la palette, le spectre des descripteurs que recouvrent les niveaux B et C ne peut pas faire l'objet d'objectifs opératoires au niveau éducatif. Il faut obligatoirement, si l'on veut véritablement prendre en compte le cadre européen commun et sa logique, faire des choix sur ce que souhaite un système éducatif par rapport à ses élèves dans un objectif éducatif et fonctionnel. C'est un... Merci beaucoup. On a justement à l'écran que je souhaitais juste commenter, montrer que pour un seul niveau, par exemple ici le niveau B2, dans une activité langagière, on a une multitude de situations et qu'il est peu raisonnable de fixer comme objectif, sauf en cas d'enseignement intensif, de fixer comme objectif la maîtrise par des élèves, des étudiants, de l'ensemble de ces descripteurs. Donc fixer par exemple le niveau B2 comme objectif, un niveau de classe, suppose que l'on réfléchisse dans un système éducatif sur ce qui correspond effectivement aux possibilités éducatives, culturelles, en termes de moyens également, de volume horaire, et aux objectifs du système éducatif dans un moment donné du cursus. Je vais passer très vite sur ce point pour dire également que cette échelle, j'insiste sur l'échelle qui n'est pas, à mon sens, le plus important
mais qui est symptomatique du fait que même ce qui est le plus universel dans le cadre doit être contextualisé. Pour dire que l'utilisation des niveaux de compétences peut-être elle aussi, peut correspondre elle aussi à des finalités très différentes. Je vais prendre deux exemples. L'exemple du pays que je connais le mieux, la France, et celui d'un autre pays. En France, par exemple, nous avons fixé, c'était l'écran que vous avez dû voir tout à l'heure, des niveaux de compétences par activité langagière, selon qu'on étudie une langue comme première langue, comme deuxième langue, comme troisième langue. Mais nous savons bien, en France, que nos élèves n'ont pas ce niveau. Nous savons bien que nous fixons comme objectif les niveaux de compétences, mettons B2, quand on apprend une langue élevée à la fin de l'enseignement secondaire, mais nous savons que nos élèves, hélas, n'ont pas ce niveau de compétences. Alors, à quoi rime, et vous me demandez, l'affichage, ça ne correspond pas à la réalité, tout simplement à une réflexion pédagogique suivante. Pour pouvoir progresser, il faut avoir un objectif. Et le problème d'enseignement des langues dans notre pays, comme dans d'autres pays européens, était qu'un élève qui commençait à apprendre l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le japonais ou le chinois, l'apprenait pour parler anglais, allemand, japonais ou chinois. Ce qui ne peut pas être un objectif opératoire pour un élève ni pour un professeur. Donc, notre démarche en France a été de dire, nous fixons par ce niveau des lignes d'horizon, des points qui marquent l'ambition que nous avons pour nos élèves. Même si cette ambition est supérieure à la réalité de ce que nous pouvons obtenir pour l'ensemble de nos élèves. C'est une démarche qui correspond aux besoins du système éducatif, qui n'est pas celui d'autres systèmes éducatifs, dont je parlais tout à l'heure. Et ceci nous a amené d'ailleurs à introduire une distinction qui me semble extrêmement fertile pédagogiquement dans nos programmes, les plus récents, c'est de fixer des objectifs comme ambition et de fixer d'autres objectifs comme exigence. C'est-à-dire que pour une même classe, nous définissons l'ambition là où nous devons, nous enseignants, porter un maximum d'élèves, et c'est que nous considérons comme l'exigence pour la réussite des examens, au diplôme, voire pour une orientation. Voilà une utilisation des niveaux qui correspond à notre besoin en France quand nous constatons nos difficultés dans l'enseignement de la vivante qui sont essentiellement du fait que nous ne savions pas où nous allions, nous ne savions pas quels étaient les objectifs réalistes que nous pouvions avoir l'ambition de faire atteindre par nos élèves. Je vais prendre un autre exemple, cette fois-ci complètement différent, d'un pays européen qui est au nord-est de la France, le Luxembourg. C'est un petit pays, mais je le dis parce qu'il a une situation extrêmement différente. C'est un pays plurilingue. Un pays où tous les élèves, sauf quelques très très rares exceptions, ont un très haut niveau de compétences dans au minimum 3 langues étrangères. 3 langues. Luxembourgeois, français, allemand, plus l'anglais qui est obligatoire. Tous ceux qui sont au Luxembourg sont étonnés de voir le très haut niveau de compétences des élèves et des étudiants. Mais le Luxembourg a quand même décidé d'adopter le niveau du cadre européen comme objectif. Pour quelle finalité? Non pas comme en France, pour avoir une ambition plus grande pour les élèves. Au contraire. C'est parce que les langues sont au Luxembourg un facteur d'échec scolaire, d'exclusion sociale, dans la mesure où les professeurs ont des exigences irréalistes par rapport aux capacités de l'ensemble des élèves, et en particulier des élèves issus de l'immigration, qui sont très nombreux au Luxembourg. Donc là, la finalité de ce pays est d'adopter les niveaux du cadre pour expliciter, pour rendre transparent, pour imposer presque aux enseignants une vision réaliste des exigences qu'ils ont par rapport à leurs élèves et lutter contre l'échec dû aux langues vivantes. On voit bien, ici on a deux extrêmes, que même donc, cette utilisation des échelles de niveau de compétences peut être différenciée dans son approche et répondre à des finalités qui sont très différentes. Mais je voudrais maintenant parler d'un autre point qui est peut-être encore plus important que ce que je viens d'évoquer, c'est le fait que l'intérêt premier, l'intérêt principal
de l'échelle de niveau de compétence du cadre européen, c'est que pour avoir un sens pédagogique, elle doit être obligatoirement déclinée par activité langagière. Fixer le niveau B1, B2, je le disais au début, n'a pas de sens. Cette échelle n'a de sens que si on l'adapte, si on la décline pour la compréhension, pour l'expression, ce qui suppose qu'il est indispensable, quand on veut utiliser le cadre européen commun de référence, de s'interroger dans un pays, dans une institution, un système éducatif, sur le poids respectif que l'on souhaite donner à la compréhension, à l'expression, à l'écrit et à l'oral, en sachant qu'il n'y aura pas deux réponses identiques selon le pays, qu'il n'y a pas deux réponses identiques selon les élèves que l'on va se. Je vais prendre deux exemples, là aussi, extrêmes. Si j'ai affaire à des élèves qui se préparent au métier de la restauration ou de l'hôtellerie, il est évident que la priorité sera donnée aux interactions orales. Si en revanche, je m'adresse à des étudiants, des élèves très avancés, qui possèdent déjà plusieurs langues, je peux très bien mettre l'accent sur la compréhension de l'écrit dont ils auront besoin pour faire des recherches, pour accéder à des documents dans la langue écrite. Il y a donc une réflexion à mener par rapport aux besoins du public, par rapport aux possibilités en volume horaire et en logique d'un système éducatif particulier. Cet aspect qui est primordial dans le cadre européen commun de référence, cette obligation qu'un système éducatif réfléchisse au poids de chacune des activités langagières dans une finalité éducative et de formation, est rendue possible par, justement, non seulement l'échelle de compétences, mais surtout par la logique du plurilinguisme qui sous-tend le cadre européen commun de référence. C'est-à-dire cette idée fondamentale que ce qui est important, ce n'est pas tant le niveau atteint dans une langue particulière, mais la complémentarité des compétences en langue qu'un même individu possède. Ce qui permet précisément de jouer pour un même individu, pour un même élève, pour un étudiant, sur des niveaux différents de compétences. C'est ce que permet le cadre. Et le cadre permet même une autre approche, légitime une autre approche, qui est par exemple celle qui est de plus en plus défendue en Europe pour certaines langues, ce qu'on appelle l'intercompréhension, c'est-à-dire une démarche pédagogique qui permet de se fixer comme seul objectif la compréhension dans la langue sur la base des compétences linguistiques acquises par les élèves dans d'autres langues. On a par exemple des travaux extrêmement intéressants sur l'intercompréhension entre les langues germaniques ou les langues latines. Un élève ou étudiant qui possède déjà plus de connaissances dans plusieurs langues latines ou romanes peut très facilement accéder à la seule activité de compréhension de l'écrit dans une autre langue romane. Ceci n'est pas nouveau, ceci existe depuis longtemps. Le cadre européen commun l'intègre dans sa démarche, donne une nouvelle légitimité à cette possibilité. Mais je voudrais cesser de parler de cette échelle de niveau de compétence pour parler de choses qui est plus au cœur du cadre, à savoir le cadre européen commun de référence propose, le schéma est compliqué mais c'est juste pour en illustration, propose une grille commune à toutes les langues du fonctionnement de l'apprentissage linguistique. Dans cette grille commune d'analyse, que j'ai naturellement beaucoup simplifiée ici, on part du principe qu'au cœur de l'apprentissage doivent se situer les compétences, c'est-à-dire la capacité à mobiliser des savoirs grammaticaux, lexicaux, culturels, sociaux, etc., des compétences pragmatiques, tout ceci étant mobilisable au service de tâches communicatives, c'est-à-dire de tâches à réaliser avec la langue, tâches de compréhension ou d'expression, les deux étant mêlés, donc nécessitant des activités langagières, et qui du coup nécessitent également le recours à des stratégies. C'est la conception de le fonctionnement de l'apprentissage des langues que propose le cadre européen commun de référence. Mais, je crois qu'il faut beaucoup insister dessus, car il y a de très nombreux malentendus en Europe sur ce point. Cette grille n'est pas une norme. Cette grille ne dit pas comment il faut enseigner. Cette grille est simplement une aide proposée à toutes les institutions scolaires, aux différents systèmes éducatifs, pour dire, nous vous proposons d'analyser
de faire le point, pays par pays, sur les enseignements qu'on mettait en place, pour réfléchir à ce qui est nécessaire d'enrichir, de modifier, non pas parce que tout le monde doit faire la même chose, mais pour que tous les choix qui soient accomplis puissent être comparés, responsables et compréhensibles par d'autres pays, ce qui suppose bien sûr qu'on respecte, quand on parle des choix, quand on explique ces choix, qu'on respecte cette terminologie. Cette grille, elle peut paraître évidente, elle peut paraître normative, elle peut paraître très loin de notre problématique de contextualisation. Mais là aussi, je voudrais, à partir de deux exemples un petit peu extrêmes, montrer que l'utilisation de ces grilles d'analyse que nous avons tous adoptées en Europe pour définir, pour parler d'enseignement des langues, peut donner lieu là aussi à une contextualisation extrêmement diverse. On peut tout à fait, dans le système éducatif, considérer que cette grille va être utilisée pour améliorer l'enseignement d'une langue vivante étrangère, une langue particulière. Et dans ce cas, on mettra l'accent dans cette grille sur ce qui relie les aspects linguistiques de la langue, les aspects pragmatiques. En revanche, on peut tout à fait considérer un système éducatif qui se fixe comme objectif d'utiliser le cadre, non pas pour améliorer l'apprentissage d'une langue, mais pour permettre véritablement que les élèves qui reçoivent l'enseignement en langue soient préparés à apprendre des langues vivantes. Que l'objectif de l'enseignement des langues ne soit pas seulement la maîtrise de telle ou telle langue, mais de développer chez les élèves des capacités cognitives, méthodologiques, pour pouvoir, d'une part, faire l'usage de l'ensemble des langues qu'ils possèdent, et pouvoir, en dehors du système éducatif, apprendre des langues, avoir envie d'apprendre des langues, être doté des possibilités d'apprendre des langues. Si on a cette approche, il est évident que cette grille sera lue différemment. Sans changer aucun mot, ici on voit bien que ce nouveau schéma met l'accent non pas sur l'aspect linguistique et pragmatique d'une langue particulière, mais sur ce qui est transférable d'une langue à l'autre, ce qui est en fait transversal à l'apprentissage des langues, à savoir les compétences générales individuelles qui se basent sur les expériences linguistiques et culturelles diverses, que tout l'aspect savoir pragmatique, les compétences pragmatiques sont construites non plus à partir d'une langue particulière, en ayant le souci de chercher des synergies entre différentes langues, et qu'on ajoute dans ce schéma, on met en exergue non pas seulement l'utilisation d'une langue, mais les stratégies d'utilisation des langues, stratégies qui sont par définition transférables et utilisables pour quelque langue que ce soit. Simplement pour dire ici, sans pouvoir aller dans le détail, que la même grille d'analyse permet, selon le besoin, les objectifs et les décisions d'un système éducatif, de prendre des choix qui sont différents, en sachant, c'est cette dernière phrase qui pour moi est la plus importante, qu'entre ces deux extrêmes, travailler sur une langue et travailler pour un objectif de plurilinguisme, de diversité, il y a bien sûr toute une palette de possibilités. Et que utiliser le cadre européen commun de référence, bien évidemment, suppose que l'on se place dans ce continuum. Il est peu crédible de vouloir utiliser le cadre européen commun de référence si on a pour seule finalité l'amélioration de l'apprentissage d'une langue particulière. Il est évident que la logique même du cadre européen commun de référence, l'adoption, doit correspondre au souci d'intégrer dans chaque enseignement de langue des dimensions qui permettront à chaque élève de pouvoir gérer intelligemment ses compétences en langue et pouvoir étendre ultérieurement, s'il le souhaite, les différences dans les différentes langues. Je vois que le temps passe très vite, il faut que j'accélère. J'ai pour l'instant évoqué simplement, très rapidement, toujours en esquissant, comment mettre en œuvre le cadre européen commun de référence dans des contextes différents, pour montrer qu'en fait, il n'y a pas une façon de l'utiliser, mais qu'il y a possibilité de grande diversité. Il y a bien sûr une autre façon complémentaire de contextualiser le cadre, c'est de l'adapter, de l'enrichir. On sait bien qu'il y a des situations pédagogiques qui ne sont pas prises en compte par le cadre européen commun de référence. Je vais en citer trois, tout simplement. Quand on a cette dimension
par exemple, de formation plurilingue. Quand on met l'accent sur les compétences générales individuelles, que j'ai ici listé juste pour mémoire, on voit bien que le cadre européen commun de référence ne fournit pas tous les descripteurs qui sont nécessaires pour rendre compte d'une progression dans ces compétences générales individuelles, et des travaux en Europe sont en cours pour nous doter de descripteurs complémentaires. Donc on peut tout à fait vouloir utiliser le cadre européen commun de référence et souhaiter, en restant fidèle à ce document, enrichir la palette de descripteurs qu'il nous propose. D'autres situations sont bien connues. Par exemple, tout à l'heure, le professeur citait l'enseignement bilingue, l'immersion. On sait bien qu'en Europe, de plus en plus, la voie la plus efficace pour apprendre une langue, c'est de recevoir l'enseignement complémentaire d'autres disciplines dans cette langue, en allant de l'immersion à des interventions ponctuelles, on a naturellement toute la palette, mais on s'aperçoit très vite que le cadre européen commun de référence ne nous fournit pas suffisamment de descripteurs pour tenir compte de la situation de la langue dans ces enseignements bilingues. Il nous faut, là aussi, enrichir le cadre. C'est dans la logique du cadre de cet enrichissement. C'est fait, par exemple, en Irlande, pour les enfants émigrés. C'est fait en Suisse actuellement. C'est fait au Luxembourg. Et il y a un travail extrêmement prémoteur du Conseil de l'Europe actuellement qui consiste à intégrer dans cette réflexion sur le plurilinguisme les langues de scolarisation et de réfléchir de la même façon que pour les langues étrangères aux progressions nécessaires et possibles dans la maîtrise des langues de scolarisation pour prendre en compte l'élève en tant que tel et pas seulement les langues les unes à côté des autres. Et dernier point, bien sûr, qui est soulevé aussi en Europe, c'est le cas des langues asiatiques. On sait bien que le cadre européen commun de référence a été élaboré en tenant compte des cultures et des langues européennes et qui ne prend pas en compte d'aspects qui caractérisent les langues asiatiques. Il suffit de penser au rôle tout particulier de la graphie dans certaines de ces langues pour s'apercevoir que le cadre doit là aussi, quand on veut l'utiliser pour ces langues, être enrichi, complété. En fait, vouloir enrichir, adapter le cadre, ce n'est pas trahir le cadre, c'est au contraire être fidèle à son esprit, être fidèle à sa lettre. Je crois qu'à l'inverse même, quand on adopte le cadre sans véritablement fermer les situations et les besoins, c'est là qu'on tourne le dos à l'esprit de ce document. Maintenant, malgré tout, deuxième partie. Deuxième partie, je vais aller beaucoup plus vite, hein, je ne vais pas prendre trop sur le temps, c'est que quand on dit nécessité, possibilité de contextualiser le cadre, ça ne veut pas dire pouvoir faire n'importe quoi. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes qui sont fortes. La première de ces contraintes, elle est liée à l'historique du cadre européen commun de référence. C'est un document qui a été voulu politiquement en Europe pour avoir un outil de transparence, de comparabilité des niveaux de qualification. Il est évident que quand on décide d'utiliser le cadre européen commun de référence, on s'engage au respect de la valeur de référence internationale de cet outil. Sur l'échelle de niveau de compétences, bien sûr, mais également sur cette grille de compétences, cette grille d'analyse que j'ai citée tout à l'heure. Là, il y a bien sûr une contrainte, et cette responsabilité, elle n'est pas entre un pays et le Conseil de l'Europe. Cette responsabilité émergente, elle est entre les pays, entre les différents partenaires. Quand moi, pays, France, par exemple, je décide de dire que mes élèves ont tel ou tel niveau, j'engage pas seulement ma responsabilité, j'engage également l'avenir du cadre dans les autres pays européens. Cet outil ne vaut que parce qu'il est respecté au niveau international, sinon il perd toute valeur de référence, il perdrait toute sa finalité et sa portée. Mais le deuxième enjeu, la deuxième contrainte très forte, c'est l'idée que c'est l'idée que le cadre européen commun de référence est moins un outil destiné à régler ou à réguler l'enseignement et l'évaluation en langue qu'un outil de politique linguistique. Le cadre est essentiellement un outil de politique linguistique qui a pour fonction de promouvoir un certain nombre de valeurs. Et c'est un peu ce qui est oublié le plupart du temps quand on parle du cadre européen, que l'on veut voir l'aspect technique pour les questions d'évaluation ou de matériaux pédagogiques, en oubliant
que ce qui fait la valeur du cadre européen commun de référence, ce sont les valeurs justement qui le sous-tendent. Ces valeurs, quelles sont-elles? J'ai parlé de la valeur de transparence, de comparabilité, également le respect de la diversité linguistique et culturelle, respect de la diversité culturelle et linguistique, c'est naturellement l'idée de dire qu'il n'y a pas de respect de cette diversité s'il n'y a pas éducation à la valeur de la diversité, c'est le plurilinguisme dans la conception telle que je l'ai très rapidement vu tout à l'heure. Et puis, autre point fondamental dans le cadre européen commun de référence, qui constitue une contrainte très forte, c'est de dire qu'il n'y a pas possibilité de faire accéder les apprenants à ces valeurs si en même temps l'enseignement des langues n'a pas pour mission, comme les autres disciplines, de développer l'autonomie des apprenants, d'en faire des citoyens responsables, capables de prendre en charge, avec l'aide des enseignants, leur propre apprentissage, c'est-à-dire dire que le respect de la diversité, le plurilinguisme et le développement de l'autonomie de l'apprenant sont un fil conducteur à travers le cadre européen commun de référence. Ce fil conducteur, en fait, il est très visible. Non seulement il porte ses traces dans l'ensemble des parties du cadre européen commun de référence, mais je dirais même qu'il assure la cohérence interne du cadre européen commun de référence. Cohérence interne si on pense aux différentes parties. Par exemple, le fait qu'on s'aperçoit que la mise au cœur du cadre de ces valeurs entraîne un changement de perspective. Où tout dans le cadre, toutes les, comment dirais-je, les objectifs fixés à l'enseignement et les outils pour l'évaluation partent non plus, comme traditionnellement, de l'analyse d'une langue particulière, mais partent de l'individu, dans ses possibilités, dans ses besoins. Cet changement de perspective, il est extrêmement important dans le cadre européen commun de référence. Ça nous amène, par exemple, au fait de l'idée que ce qui est important, ce n'est pas ce qui différencie, ce qui distingue les compétences d'un individu de la compétence de l'écouteur natif, mais c'est de s'interroger uniquement sur ce qu'un élève, une personne est capable de faire avec la langue. C'est pour ça que tout dans le cadre européen commun de référence, en termes de scripteur, est décliné autour de être capable de. On a constamment le verbe pouvoir, être capable de. On voit bien qu'il y a ici une vision exclusive qui part de l'individu dans ce qu'il est capable de faire avec la langue qu'il a apprise. Le deuxième point, bien sûr, c'est l'évaluation positive. C'est-à-dire de ne plus renvoyer à nos élèves une image négative sur leurs compétences, mais de chercher systématiquement à identifier ce qu'un élève est capable de faire avec la langue, même si cette capacité est limitée. Ce qui n'empêche pas que l'enseignant doit continuer à faire progresser l'élève. Et ceci, pour nous, a un effet secondaire en Europe, en tout cas en France, extrêmement important. Ceci contribue à rendre confiance à nos élèves dans leur capacité à apprendre des langues. On sait bien que sans confiance, il n'y a pas de possibilité de progresser. Ceci nous amène à l'idée, bien sûr, de l'auto-évaluation, qui dit rendre autonomes les élèves, suppose que l'enseignant se fixe aussi pour objectif de lui apprendre à réfléchir sur ce qu'il sait faire, sur ses limites, de l'aider à se fixer des objectifs, et ceci passe par l'auto-évaluation, ce qui explique que dans le cadre, vous ayez le scripteur qui commence par « je peux », ce qui s'adresse bien sûr à l'élève, et d'autres scripteurs qui commencent par « peut », qui est un outil à l'usage des professeurs. Donc, ici, on voit bien, même si j'étais trop rapide, je me rends compte, cette ligne conductrice du cadre, qui n'est pas seulement de décrire les compétences en langue, mais de faire tout pour que, dans l'action pédagogique, les élèves deviennent de plus en plus autonomes, bien sûr en sachant que c'est un apprentissage très long, qui ne se décrète pas. Ceci est extrêmement important. Et dans cette logique de prise en compte de l'individu de façon positive, on arrive très vite à une mise en cause, qui est dans le cadre d'une mise en cause du niveau global donné pour un élève
dans une langue particulière, qui ne peut pas correspondre à cette réalité, auquel le cadre nous propose une autre démarche, qui est celle du portfolio européen des langues, qui est la traduction pour l'élève du cadre européen, où, au lieu d'un niveau global, qui n'a pas de sens pédagogique, on propose une évaluation des élèves qui soit un reflet fidèle de leur acte de compétence en compréhension, en expression, langue par langue. On a là un souci de prendre en compte dans le cadre l'élève comme acteur plurilingue dans la totalité de ses compétences, en sachant que chez chaque élève, chaque compétence dans chaque langue sera nécessairement à un niveau différent. Il faut que je conclue avec toutes mes excuses pour le retard. Je conclue en disant que mon titre parlait d'une tension entre ces besoins, cette nécessité d'une contextualisation, et je pense que là il est clair que les exemples que j'ai donnés touchent au cœur même du dispositif éducatif. Il n'est pas imaginable qu'une telle démarche pédagogique, éducative, soit prise telle qu'elle d'un pays à l'autre. Il faut bien sûr contextualiser, et contextualiser le cadre, ça signifie s'interroger sur les moyens les plus efficaces pour promouvoir ces valeurs dans un contexte éducatif, culturel particulier. Cette tension entre ce besoin d'utilisation et ce besoin de référence internationale, elle est réelle. Nous multiplions en Europe les outils pour essayer de la réduire, mais plus fondamentalement, je crois sincèrement que la tension disparaît quand véritablement on prend conscience que décider d'adopter le cadre européen comme de référence ne signifie jamais prendre ce cadre comme une norme rigide, mais au contraire comme une obligation, une nécessité de s'interroger, d'analyser ses propres besoins, de rechercher dans le cadre des outils qui peuvent répondre ou ne pas répondre à ces besoins, dans une perspective de promotion d'un certain nombre de valeurs qui nous sont communes, et qui sont communes à tous les États membres du Conseil de l'Europe et aux États associés. Je dois m'arrêter pour dire que, en fait, le propos qui met en avant le besoin de contextualisation peut paraître évident, simplement sachez qu'en Europe aussi, ou en Europe, nous avons encore beaucoup de mal à faire comprendre le besoin et la possibilité de contextualiser le cadre européen comme une référence. On voit bien que l'outil a été très souvent encore utilisé comme un outil qui s'impose, comme une sorte de norme. Donc, tout le travail que nous faisons en Europe aussi, c'est de réfléchir par rapport à nos contextes éducatifs aux moyens de faire de cet outil un véritable levier d'évolution et de changement. Je suis convaincu que le travail qui sera réalisé en Asie autour de cet outil nous aidera en Europe aussi à mieux comprendre ce que signifie la contextualisation. Donc je vous remercie de votre écoute. Je vous prie d'excuser d'avoir pris du retard. Et puis je vous remercie également des résultats et des bénéfices que nous tirerons tous, peut-être j'espère, ici en Asie, mais surtout aussi pour nous en Europe, de nos travaux et de nos réflexions sur cette problématique que vous avez été posée. Merci beaucoup.